France 24, LCP, Public Sénat, présente. Merci de nous rejoindre à Bruxelles, au Parlement européen, pour parler d'un pays que certains appellent désormais l'homme malade de l'Europe, la France. Ses finances publiques sont dans le rouge, avec une dette qui s'élève à 114% de sa richesse nationale. La France est sur ce point le troisième plus mauvais élève européen. Son budget est en déficit de 5,4% du PIB pour 2025, bien au-dessus des 3% de déficit exigés par le pacte de stabilité européen. Et puis, la note souveraine de la France est dégradée par certaines agences de notation et ses taux d'emprunt sur les marchés s'en ressentent. Oui, et d'ailleurs, tous les indicateurs sont au rouge sur l'économie, en raison aussi de la crise politique. Le gouvernement de François Bayrou est tombé dans l'incapacité de faire adopter un budget. C'est un nouveau Premier ministre, Sébastien Lecornu, à qui revient la charge aujourd'hui de tenter sa chance dans une Assemblée nationale très fragmentée. Quant au président Macron, malgré cette crise intérieure, eh bien, il essaye toujours de peser sur la scène internationale et européenne. Alors, nous allons regarder à la loupe cette image de la France en Europe à travers le prisme de nos voisins, avec 3 eurodéputés aujourd'hui. Et on accueille Laetitia Moratti, bonjour. Bonjour. Vous êtes eurodéputée italienne, membre du groupe du PPE, du Parti populaire européen, à la droite de l'hémicycle européen. Vous êtes également membre du parti Forza Italia en Italie, un parti qui compose la coalition des droites dirigée par la présidente du Conseil italien, Giorgia Meloni. On accueille également Charles Goerens. Bonjour. Bonjour. Vous êtes eurodéputé luxembourgeois, membre du groupe Renew Europe au centre du Parlement européen. Et puis, bonjour à vous, Tobias Kremer. Bonjour. Vous êtes eurodéputé allemand, membre du groupe des sociodémocrates ici au Parlement européen et membre du SPD en Allemagne, parti qui a formé une coalition avec les conservateurs allemands de la CDU, une coalition dirigée par le chancelier Friedrich Merz. D'ailleurs, la France est censée être, avec l'Allemagne, le moteur de l'Union européenne. Comment vous percevez cette crise chez votre voisin français? Est-ce qu'on est encore un partenaire crédible de tandem qui marche? Bien sûr, nos amis français resteront toujours notre partenaire très, très important. Mais bien sûr qu'on est un peu concerné si on voit l'instabilité française depuis les élections législatives de 2024 et les gouvernements successifs. Il y avait même juste quelques semaines, il y avait encore un sommet entre le gouvernement français et allemand. Il y a des projets sur lesquels on doit travailler. La défense, la réforme de l'Union européenne, vraiment question du défi géopolitique. Et là, bien sûr, nous avons l'espoir que la France deviendra à nouveau stable et qu'il y a une majorité démocratique dans le Parlement français, finalement, entre le centre-droite, centre-gauche et les macronistes. Donc j'espère que là, il y a peut-être quand même la possibilité d'avoir un gouvernement stable. Laetitia Moratti, vous connaissez bien la France, vous avez travaillé avec l'ancien président français Jacques Chirac. Est-ce que vous êtes surprise par cette instabilité française et est-ce que vous la jugez inquiétante ? Oui, certainement, la France a des problèmes politiques et économiques. Les problèmes que vous avez illustrés, un déficit qui est au-dessus des règles européennes, une dette qui est aussi une dette très élevée. Et peut-être la difficulté d'une trajectoire sérieuse sur le plan budgétaire. Ça, c'est, je pense, ce qui préoccupe les agences de notation. En effet, si on regarde, la France a eu 3 gouvernements de janvier 2024 et les 2 derniers sont tombés parce qu'ils ont voulu passer une loi financière rigoureuse et qui respectait la nécessité de réduire le déficit. Cela est un problème, pas seulement pour la France, mais je pense que c'est un problème pour l'Europe. Et je crois que là, si je pense à ce qui on a passé en Italie en 2011. En 2011, on a eu une très grande difficulté parce que la Banque européenne avait adopté une politique restrictive.
Mon espoir, c'est que maintenant la banque... C'était Berlusconi. Il a été démissionné en quelque sorte par l'Union européenne en 2011. Exactement. Moi, voilà. J'espère que ce ne soit pas le cas de la France, parce que la vulnérabilité de la France pourrait être la vulnérabilité des pays avec une haute dette en Europe. Alors le Luxembourg, vous êtes au cœur de l'Europe, très, très au fait des questions financières, en effet, notre voisin très francophone. Est-ce que cette crise financière, vous l'entendez, française, ou cette crise budgétaire plus exactement, affaiblit et l'Hexagone et l'Europe pour vous? La situation a été assez agaçante pour les voisins et les partenaires de la France, c'est évident. Et la zone euro, j'ai envie de dire, la zone euro, l'euro. Oui, ben, nous sommes dans une communauté de destin, nous avons intérêt à ce que tout le monde réussisse. Heureusement qu'il y a de bonnes nouvelles à côté. L'Italie se porte très bien, étonnamment bien vis-à-vis de la France. L'Espagne, le Portugal, qui étaient supposés devenir les hommes malades de l'Europe, aujourd'hui sont dans une trajectoire de succès. Donc je crois que la France pourrait s'inspirer. Ce qui me fascine dans ce débat, si on a vu ce débat il y a 40 ans, tout le monde aurait été accusé d'interférence dans les affaires intérieures de la France. Aujourd'hui, c'est devenu de la politique intérieure à l'Europe. Ça ne veut pas dire que j'ai des leçons à donner à la France pour ce qui est de la nomination du personnel politique, ni des choix politiques à prendre, mais la France a une obligation de résultat. Et ça, nous devons le réclamer. Alors, il y a un homme qui suit justement de très près la dette et le déficit français. C'est le commissaire européen à l'économie en charge de la distribution des cartons rouges que j'ai interrogé un peu plus tôt à la Commission européenne. On écoute M. Dombrovskis. La France est la deuxième plus grande économie de l'Union européenne. Il est donc important que le prochain gouvernement commence à travailler immédiatement sur le budget 2026 en s'assurant de respecter la structure budgétaire à moyen terme convenue par la France. Laetitia Moratti, alors en revanche, la Commission européenne a un discours plutôt positif vis-à-vis de la situation financière, alors que quand on regarde la dette de l'Italie, eh bien, elle est clairement plus élevée que la dette française. Elle s'élève à 135% de la richesse nationale italienne. Il y a une forme de deux poids, deux mesures dans le discours européen entre l'Italie et la France? Non, ce n'est pas ça. Je pense que l'Italie a une croissance solide. Et elle a montré la capacité de réduire son déficit de 7,2 à 3,4. C'est vraiment 4 points dans une année seule. Et cela montre une résilience de la part de l'Italie et la capacité de donner confiance au marché. En ce qui concerne la dette, c'est vrai, on a une dette qui est plus élevée que la dette en France, mais c'est la dynamique de la trajectoire que je pense est importante. Et la crédibilité de l'Italie maintenant est dans le fait qu'elle a adopté une politique financière et budgétaire de rigueur. Et c'est sur ça qu'on est... modèle les sur agences de notation nous ont donné qui est quand même un gouvernement de droite plus droite radicale, etc. Est-ce que c'est le bon modèle? Je ne vais pas juger sur l'Italie, mais je crois que ce qui doit être clair, c'est que si nous parlons des défis budgétaires à l'instant, ce n'est pas dans un contexte géopolitique vide. Nous voyons les défis géopolitiques qu'il y a, qui est la Russie, qui vraiment fait des plans pour tester l'OTAN, pour attaquer l'Union européenne de l'intérieur. Donc, il y a le besoin de dépenser 5% pour la défense, qui est nécessaire. Mais comment on puisse le faire, ce n'est pas au détriment de la justice sociale. Nous savons très très bien que surtout dans l'ère de la guerre hybride, notre sécurité dépend non seulement des chars et des drones, mais aussi de notre cohésion sociale. Donc c'est pourquoi moi je crois que la France doit être à la fois préserver son système social, mais le faire plus efficace, mais en même temps être très très clair sur les dépenses de défense. Et d'ailleurs, Charles Goerens, il y a un grand débat en ce moment en France sur l'imposition des plus riches, sur une fameuse taxe Zuckman pour amener de la justice fiscale et aussi redresser les finances de la France. Est-ce que, vu du Luxembourg, ça peut être une solution? Écoutez, si c'était aussi simple, je crois que la France aurait résolu le problème. L'Italie a fait exactement le contraire. Elle a de très bons résultats avec son attrait pour les capitaux étrangers. Donc ça aussi, c'est une stratégie. Si la France abandonne cette stratégie, il sera dur de financer à l'avenir la dette. Moi, ce qui me semblerait judicieux pour la France serait de recourir à un emprunt populaire
Ça permettrait de réduire la dépendance vis-à-vis des capitaux étrangers. Les Français qui auraient prêté à l'État ne seraient pas sujets à se mobiliser pour la spéculation contre la France. Les Français ne vont pas spéculer contre la France. Ils sont toujours sujets à se mobiliser, vous inquiétez pas. On va souffler l'idée à M. Lecornu. Alors, le 12 septembre dernier, l'agence de notation Fitch a abaissé la note souveraine de la France qui évalue sa capacité à rembourser sa dette. La France perd son double A. D'ailleurs, regardons un peu l'ensemble des notes de Fitch pour les 27 pays de l'Union européenne. Dans le vert avec triple A, l'Allemagne, bien sûr, le Danemark, le Luxembourg, vos deux pays, donc les Pays-Bas et la Suède. Mais pour autant, est-ce qu'il est temps de conseiller à la France une cure d'austérité ? Moi, je ne pense pas que ça doit se voir comme une cure d'austérité. Je pense que c'est simplement de respecter les lois européennes qui ont fixé des règles. Et comme nous l'avons fait en Italie, c'est très possible que la France le fasse, surtout en pensant des mesures à moyen terme, parce que c'est sur là que les agences de notation donnent leur évaluation. Et on ne doit pas voir l'équilibre budgétaire comme un contraint, mais comme un atout, une opportunité pour la croissance et pour la compétitivité. Avant de parler de l'instabilité politique, en quelques mots, est-ce qu'il faut une cure d'austérité financière pour la France ? C'est la Nouvelle-Grèce ? Non, ce n'est pas la Nouvelle-Grèce. Il faut aussi être très clair. Je crois que le problème de la France, c'est, bien sûr, il y a un problème économique, mais c'est plutôt, à l'instant, c'est politique. Parce que la France a quand même un potentiel économique incroyable, très, très fort, et une croissance qui, à l'instant, est même encore supérieure de celle de l'Allemagne. Mais il y a un problème politique. Il faut une majorité. Il y a une majorité. Il faut l'utiliser. Charles Goerens. La cure d'austérité n'est pas la réponse. La réponse, c'est doper la croissance. Et nous avons notamment les investissements qui sont prévus dans le domaine de la défense. S'agissant de la France, qui a une industrie d'armement extrêmement bien développée, pourra faire usage de ce plan, qui est le plus grand plan conjoncturel qui n'ait jamais existé. Parce que sur 10 ans, on aura une somme supplémentaire de plus de 2500 milliards qui seront à la disposition. Et puis deuxièmement, dans le domaine de la digitalisation, je trouve que la France n'est pas en retard sur les autres. Il y a des débuts prometteurs. Alors vous l'avez très bien dit, cette crise budgétaire française est liée à une crise politique. Depuis la dissolution de l'Assemblée nationale, les gouvernements ne cessent de tomber. La France en est à son 5e Premier ministre en 2 ans et à l'extrême droite du paysage politique français. Le Rassemblement national, très populaire auprès des Français les moins aisés, revendique le pouvoir et veut s'inspirer de la politique de l'Italie. Justement, écoutons Jordan Bardella. In Francia la situazione è grave. La situation en France est grave. Curioso paradosso, oggi l'Italia è più stabile della Repubblica francese. Par un curieux paradoxe, l'Italie est aujourd'hui plus stable que la République française. Riporteremo l'ordine. Mais je tiens à être clair, nous rétablirons l'ordre, nous rétablirons l'autorité de l'État, nous rétablirons la fierté d'être français. Laetitia Moratti, Jordan Bardella qui s'exprimait en italien en Italie lors d'un meeting de la Lega, votre allié dans la coalition de Giorgia Meloni. Jordan Bardella qui prend comme exemple la stabilité politique de l'Italie qui est dirigée par une coalition d'union des droites. Est-ce que c'est ça qui explique l'instabilité de la France? Est-ce que c'est le fait que la droite traditionnelle n'a pas encore formé cette union avec la droite radicale? Elle refuse de le faire d'ailleurs. La coalition italienne est une coalition de centre-droite, ce n'est pas une coalition de droite. Et Forza Italia, dans cette coalition, joue un rôle très important. Parce que Fratelli d'Italia, le parti de Giorgia Meloni, c'est une droite quand même radicale. Oui, absolument. Absolument. Mais par exemple, en Europe, comme Forza Italia et dans le groupe PPE, on est le parti plus important en Europe. Alors, toutes les dynamiques qu'on voit en Italie sont des dynamiques qui sont positives, stables et qui donnent une perspective européenne qui est très importante parce qu'aucun pays tout seul pourrait avoir la possibilité de combattre tous les défis qu'on a. L'Europe est importante et Forza Italia, avec le PPE, est le parti important de l'Europe. Mais il y a un cordon de sécurité, donc on l'a compris avec l'extrême droite en France, il y en a un en Allemagne aussi. Il n'est pas question que les chrétiens démocrates fassent alliance avec justement l'extrême droite. Mais au contraire, ils se sont alliés aux sociodémocrates. Et là, la coalition au centre, vous dites, mais les Français, ils n'y arrivent pas. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils ne sont pas capables de faire comme nous? Déjà, pour dire très très clairement,
l'extrême droite, ce n'est pas la solution, ça fait partie du problème. C'est le chaos et c'est surtout un danger réel, géopolitique, de travailler avec l'extrême droite, même dans ce Parlement qui est plus pro-russe, pro-Poutine, pro-Trump. Donc c'est pourquoi en Allemagne, on est très très clair, conservateurs, sociodémocrates, on ne travaille pas avec l'extrême droite parce que c'est dangereux, c'est le problème. Non, on voit les défis. Ça ne fait pas plaisir de toujours travailler avec un parti conservateur si on est sociodémocrate, mais on sait très bien c'est nécessaire. Les défis sont tellement graves. Et moi, j'ai confiance à nos amis français d'également dire maintenant, ce n'est pas la question du clivage partisan, mais de vraiment dire notre démocratie, notre mode de vie est en danger, il faut le protéger. Charles Goerens, en France, le Rassemblement national est très populaire. Est-ce que son arrivée au pouvoir, peut-être par une alliance avec le centre-droit, n'est pas inévitable? Écoutez, je ne sais pas. J'espère que non. J'espère qu'au niveau du Conseil de l'Union européenne et aussi au niveau du Parlement européen, les réflexes des partis traditionnels seront toujours portés sur la recherche des compromis au centre. Si nous abandonnons cette idée, c'est foutu. Il faut le dire aussi clairement que ça. Dernier tour de table, sur le plan diplomatique, la France et Emmanuel Macron, qui reste le président et qui reste en charge de ce plan diplomatique, a emmené dans son sillage d'autres pays, le Portugal, la Belgique, le Luxembourg, pour reconnaître la Palestine. Emmanuel Macron qui continue à vouloir peser sur cette scène diplomatique, ça marche ou ça ne marche pas ? Je crois que la France est très important au niveau diplomatique, géopolitique, surtout parce que maintenant il y a aussi une convergence européenne sur le plan géopolitique parce qu'on sait nos amis américains à l'instant ils ne sont pas très fiables de la même manière qu'ils l'étaient, alors que l'idée française de donner un impulse pour l'autonomie européenne, maintenant c'est une grande chance d'avoir une convergence et j'espère vraiment que la France prendra le lead dans ces questions. Macron a mis sur la table européenne des problèmes qui sont fondamentaux, comme l'autonomie stratégique de l'Europe, le renforcement de la défense européenne, et la nécessité d'avoir une Europe plus cohérente. Et tous ces défis sont des défis importants et c'est l'Europe qui peut gagner ces défis, ce n'est pas seulement un pays. Et dans ça, la France peut donner un grand apport. Merci à vous d'avoir très bien illustré ce débat. Merci à vous de l'avoir suivi. À très bientôt sur nos antennes.